Voilà pour ce documentaire. J'espère qu'il vous a autant captivé que nous et que les superbes images de Loire que vous avez pu voir vous ont impressionné comme nous. Alors, on va continuer de parler de la Loire, évidemment. On va le faire avec mes invités. Je vous les présente tout de suite. Les deux réalisateurs du documentaire sont avec nous, Jérémy Boll-Duchaumont et Adi Walter. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous. En studio, avec moi, Catherine Gibaud. Vous êtes du service eau, biodiversité, risques naturels et Loire, j'ai tout bon, de la DREAL du Centre Val-de-Loire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Patrick Ruellet, vous êtes administrateur de la Maison de Loire du Cher et avec nous en duplex aussi, quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'il est éducateur à l'environnement, lui aussi à la Maison de Loire du Cher, c'est Yves Allais. Bonsoir. Alors, on a vu Bonsoir. Dans ce documentaire, c'est un constat assez alarmiste qui est dressé. Est-ce que vous partagez, vous, Catherine Gibaud, à la DREAL, donc au service de l'État, ce constat? Je pense qu'on peut dire que le reportage, le documentaire a vraiment fait pratiquement le tour des différents enjeux que la Loire connaît. Si on prend les deux principaux sujets qui sont traités dans ce documentaire, c'est-à-dire la diminution des populations de poissons migrateurs et le développement des algues vertes, on peut dire que c'est un constat qui est relativement partagé. Sur les poissons migrateurs, on peut signaler par exemple qu'en 2019, l'UICN a déclassé le classement de certains poissons migrateurs, considérant qu'ils étaient maintenant en danger critique d'extinction. Donc c'est un sujet effectivement reconnu et partagé. Donc le documentaire met le doigt sur des problèmes qui sont clairement identifiés aujourd'hui et qui sont bien présents. Oui, tout à fait. Ok. Patrick, votre réaction par rapport à ce documentaire? Moi, quand j'en parle, je dis souvent, le constat n'est pas très réjouissant. Bon, on peut dire alarmiste aussi. Vous jugez ça comment? Déjà, on peut remercier les réalisateurs des magnifiques images qu'ils nous ont fait partager. Je suis d'accord avec vous. C'est pas très souvent qu'on voit cette nature de près. Ensuite, sur les alerteurs en général, on a des alertes régulières depuis des années. Après, est-ce que les gens prennent bien en compte et cette alerte est bien diffusée? Dans le reportage, c'est vrai, on voit un pêcheur avec ses grosses bottes et une dame avec ses cheveux blancs, mais ce ne sont pas des pêcheurs du dimanche, ce sont deux docteurs en biologie qui ont consacré leur vie entière à la Loire, qui sont complètement crédibles et qui sont les plus impliqués dans la Loire. Donc quand ils lancent une alerte et quand ils nous alertent sur l'état de la Loire, ce sont des gens qui sont de leur plein droit, qui sont crédibles, qu'il faut essayer d'entendre. Ouais. Et après, on ne peut que partager leur constat. Donc, je ne suis pas un scientifique, je ne suis qu'un utilisateur de la Loire, mais les connaissances, c'est vraiment des gens qui éclairent notre société par leur message. Et c'est comme ça qu'ils sont présentés par Adi et Jérémy. Vous êtes les deux réalisateurs. Je disais constat alarmiste, très pessimiste. Vous l'apercevez comment, cette Loire? Vous ne la connaissiez pas, vous, avant de faire ce documentaire. Et pour autant, le bilan, il est négatif. Bonsoir et merci déjà de nous donner la parole. Bilan négatif, oui, il y a peu de raisons de se réjouir sur l'état actuel de la Loire. Je pense qu'on a été extrêmement surpris de découvrir l'ampleur des dégâts, en fait. Vous ne vous attendiez pas à un tel constat quand vous démarrez le film? Non, pas du tout. Disons qu'on sait qu'il y a des problèmes au départ puisqu'on fait tout un travail journalistique quand même, c'est-à-dire évidemment de repérage et de particulier avec Catherine et Philippe Boineau qui sont au cœur du film et Claude Rive. On sait qu'il y a des problèmes, mais quand on commence le film, on n'imagine pas que ça va être aussi terrifiant. Et puis surtout, à travers Claude Rive, qui est photographe, on est emmené d'abord à aller explorer la beauté du paysage, du fleuve. Et puis, il nous emmène aussi plonger, donc découvrir une manière de regarder la Loire qui est très peu commune, c'est-à-dire la Loire sous-marine. Parce qu'on a donné
au film grâce à Bruno, les images de Bruno Guénard aussi. Et donc effectivement, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait plusieurs mois de l'année où en fait c'est saturé d'algues vertes, on ne voit plus les fonds, les poissons meurent par suffocation au moment de la disparition des algues vertes. Et ce genre de problèmes qui se sont empilés les uns les autres et qui quelque part sont aussi le reflet probablement une grande majorité des rivières françaises. Ouais. Et c'est ça en fait qui est encore plus inquiétant, voilà, pour moi. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que l'état de cette Loire préoccupe depuis longtemps. Est-ce que vous, Patrick, ça vous préoccupe depuis longtemps ? Est-ce que depuis longtemps, vous qui connaissez tous ces scientifiques dont vous parlez, ces lanceurs d'alerte, est-ce que ce discours-là, il est tenu depuis longtemps et est-ce qu'on s'affole de son état depuis longtemps ? Oui, ça fait plusieurs années qu'on a des alertes sur la Loire. Alors, pas au niveau uniquement de la biologie. On a des alertes sur les extractions de granulats, sur... le fait marquant a été l'écroulement du pont de Wilson de Tours en 1978. Pour vous, ça c'est l'élément déclencheur qui a fait qu'on a réalisé qu'il y avait peut-être un problème quelque part ? Oui, c'est l'analyse qui a été faite derrière qui a révélé qu'on avait peut-être surextrait les granulats de la Loire et qu'on commençait à en voir les conséquences. D'accord. Bon, alors l'extraction de granulats n'est certainement pas la seule cause. Il y a eu la sécheresse de 1976 auparavant qui a décaché les pieux qui tenaient la maçonnerie de ces premières arches, mais aussi l'abaissement du lit de la Loire qui avait commencé à baisser pour que ces pieux prennent l'air. Et ça a été un élément déclencheur d'une problématique. Après, il a fallu analyser cette problématique et les premières mesures concrètes ont quand même mis 20 ans à arriver pour interdire l'extraction complète de granulats en Loire. Bon, c'est un sujet, les granulats sont un sujet de la Loire. Après, il y a l'analyse de la qualité de l'eau qui a été beaucoup soulevée dans les années 80, 90 aussi. On s'aperçoit que ça a quand même porté ses fruits. Les stations d'épuration ont été généralisées et obligatoires. Elles se sont beaucoup modernisées dans ces dernières années. Donc, on voit d'une manière générale que la qualité de l'eau s'améliore. Bon, avec d'autres problèmes qui sont arrivés, on ne sait pas traiter les médicaments qui circulent dans les résidus, et puis d'autres problèmes. Mais bon, les alertes ont quand même réveillé l'opinion publique et puis aussi les pouvoirs publics qui ont, quelque part, apporté des réponses à ces alertes en les prenant au sérieux. Exactement. Alors, typiquement, c'est un peu votre mission de tous les jours. J'imagine qu'on vous alerte régulièrement, on vous saisit régulièrement, vous, Dréal, on vous dit attention, là il y a ça qui ne va pas, attention, là il y a ça qui ne va pas. C'est votre travail quotidien, finalement, de répondre à ces alertes ? On va dire que notre travail quotidien, c'est d'abord aussi de mettre en œuvre les documents qui existent, parce qu'on parle de l'état de la Loire. Je pense qu'on peut citer ici l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne, donc qui donne des données forcément sur la Loire, qui a été remis à jour récemment et publié fin 2019, et qui permet de voir un peu l'état de la Loire, mais aussi les pressions qui s'y exercent, l'impact que peuvent avoir les différentes activités. Et si je peux vous rejoindre sur l'amélioration de l'assainissement des eaux usées. Oui, ça c'est un élément qui a été pris en compte et pour lequel on a essayé d'améliorer les choses, c'est ça ? Oui. Ouais. Et quand on parle de ces sujets-là, on peut forcément, et on doit forcément citer aussi l'impact des réglementations européennes. Parce que s'il y a eu un certain nombre d'améliorations sur les sujets, que ce soit sur l'assainissement, en agriculture aussi, c'est parce que l'Europe lançait des directives européennes qui forçaient tous les pays à se saisir du sujet. La difficulté, je trouve, quand on parle de la Loire, c'est que la Loire, elle est un petit peu au bout d'une chaîne avec plein d'autres choses autour. Les agriculteurs qui vont forcément avoir un impact dessus, le particulier qui, dans son jardin, va faire des choix qui auront un impact sur la Loire, les entreprises, vous parliez de résidus, de médicaments, etc. Mais finalement, la Loire, c'est une entité, mais qui finalement subit les conséquences de quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand. Comment on fait pour gérer justement tous ces facteurs ? En fait, on va avoir plusieurs approches.
l'approche principale est la gestion intégrée des ressources en eau. Donc on va avoir une approche sur le bassin versant, effectivement, c'est-à-dire tout l'espace où l'eau qui tombe, on va dire si je schématise, rejoint la Loire, va avoir un impact sur l'état de la Loire. Donc il faut se préoccuper de ce qui s'y passe, et en matière par exemple d'activité humaine, comment est l'agriculture, quelles sont les industries qui sont sur ce territoire-là, pour essayer par les différentes activités de les encadrer de façon à ce qu'elles aient un impact le plus faible possible. D'accord. Sauf qu'aujourd'hui, ces activités ont un impact encore aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut faire. Typiquement, on a parlé des algues vertes tout à l'heure, on a parlé aussi de la disparition des poissons migrateurs. Ça, c'est un fait, on est face à ça. Et qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Alors, sur le sujet poissons migrateurs, comme c'est... Vous l'avez dit tout à l'heure, donc il y a des espèces qui ont été du coup classées en disparition, quoi. En voie de disparition, pardon. Mais comme le montre le documentaire, il y a plein de facteurs qui expliquent cette disparition. Donc on va agir sur chacun de ces facteurs. Si on prend le sujet, par exemple, continuité écologique, donc essayer de faire en sorte que ces poissons puissent migrer tout au long de la Loire et la remonter, puis la redescendre. Un des exemples, c'est d'essayer de faire en sorte que les barrages et seuils qui sont sur cette Loire soient aménagés quand ils ont encore un usage, ou, le cas échéant, puissent être effacés s'ils ne servent plus. Voilà, ça c'est un exemple d'action qui peut être menée. Alors c'est vrai que les barrages, on en parle dans ce documentaire, je pense trop peu, je pense que vous auriez aimé en parler un petit peu plus, vous, les deux réalisateurs. Aujourd'hui on dit qu'il faudrait les supprimer. Ça se supprime un barrage, ça coûte combien ? C'est cher, non, de supprimer un barrage ? Oui, ça peut être cher et ça demande beaucoup de temps et aussi beaucoup de volonté. Après, économiquement, il y a certains barrages. Je pense par exemple à un barrage emblématique, celui de Poutès, qui était muni d'un ascenseur pour faire monter les saumons en amont du barrage pour qu'ils aillent se reproduire. Au début, ça faisait beaucoup rire les gens qu'on ait offert un ascenseur aux poissons pour monter au-dessus du barrage. Mais c'était une solution viable ? Oui, ça a marché, sauf que ça reste un barrage qui, économiquement, aujourd'hui, n'apporte pas des sommes d'électricité conséquentes. La gêne devient aujourd'hui plus importante que la raison économique. Donc il est en cours de démantèlement, mais bon, ça fait déjà 20 ans qu'on en parle. C'est un exemple. Bon, il y en a d'autres, par exemple à Descartes, où ces barrages ne se justifient plus, sont une gêne pour la remontée des poissons migrateurs, parce qu'il y a des barrages qui sont déjà les 7e obstacles que les poissons migrateurs doivent franchir. Quand on parle de barrages construits par l'homme, il y a d'autres obstacles sur la Loire. Par exemple, je pense au fameux bouchon vaseux nantais. De quoi s'agit-il ? Les saumons sont de grands sportifs qui doivent faire quand même 50 km à la nage sans respirer. Parce que la Loire, en s'écoulant vers l'estuaire, contient en suspension de l'argile. Et cette argile, au contact de l'eau salée des marées, forme ce qu'on appelle un précipité. Et donc, c'est de la boue qui s'accumule petit à petit dans le fond de la Loire, qui est aspirée de temps en temps parce qu'elle obstrue le passage des navires qui remontent à Nantes. Mais dans cette espèce de boue, il n'y a plus d'oxygène. Donc les saumons sont gênés dans leur remontée à cause de ce bouchon vaseux. Ils sont obligés d'attendre qu'il y ait une crue pour nettoyer toute cette vase, et juste à la fin de la crue, crac, ils ont le chemin libre pour remonter. Mais ça leur laisse une petite fenêtre d'une semaine ou 2 semaines à peine pour parcourir leurs 1000 km pour remonter, donc pratiquement sans respirer et absolument sans manger pour remonter jusqu'à l'Allier. Donc quand ils ont déjà fait 800 km et qu'ils se trouvent un barrage comme Poutès, faut comprendre, quoi. Là, on est dans la mission impossible. Jérémy a dit, vous étiez auprès de scientifiques, vous avez constaté ce qui n'allait pas avec eux, vous avez, j'imagine aussi, évoqué ce qui a
été fait aussi, ce qui reste à faire. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a déjà eu pas mal de choses qui ont été faites, notamment depuis les années 90, qui est vraiment une période un peu charnière où on a commencé à mettre en œuvre des choses pour ce fleuve? Ou alors vous avez l'impression qu'il y a trop d'éléments qui s'ajoutent les uns sur les autres au fur et à mesure du temps et du coup on est toujours dépassé par ça? Je pense que, si vous voulez, il y a une prise de conscience, y compris des acteurs publics. Ça, il n'y a pas de doute sur la prise de conscience. En revanche, le problème, c'est le décalage, si vous voulez, qui existe entre la prise de conscience et les effets aujourd'hui sur le terrain. Je donne un exemple qu'on n'a pas traité jusqu'au bout, puisqu'on n'avait pas la possibilité de traiter tous les bien qu'on ait essayé d'être exhaustif, mais tous les problèmes. Mais il y en a un qu'on évoque et qui est une véritable bombe à retardement, qui sont les PCB, c'est-à-dire les résidus pharmaceutiques. Aujourd'hui, on ne sait pas les traiter. Alors, on peut parler d'amélioration de la qualité de l'eau, peut-être, mais par exemple, les PCB aujourd'hui, c'est une bombe à retardement absolue. C'est-à-dire, pour vous donner un petit exemple, on a été avec de jeunes scientifiques qui travaillent avec le laboratoire de biologie de Dinard. Ils ne mangent plus de poisson. C'est-à-dire, c'est pour vous dire à quel point les dégâts sont importants. Ils sont au contact de ces populations de poissons de manière quotidienne dans leur travail, et la réalité, c'est celle-là. Et puis moi, je reste aussi sur la phrase que dit Philippe à un moment donné, que les quantités de nitrates produites par l'intensif sont telles, dans les nappes phréatiques notamment, que même si on arrêtait maintenant, il y en aurait pour 50 ans à retrouver, alors peut-être le chiffre est un tout petit peu exagéré, mais à retrouver une qualité de l'eau comme elle avait pu être à un moment donné. La question, c'est en fait, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut inventer comme pratique, comme solution pour pallier à ces excès de nitrate, par exemple, parce que les arrêter maintenant ne suffirait même pas. Alors, est-ce qu'il y a des recherches qui vont dans le sens de capter les nitrates autrement, pour redonner de l'oxygène si je puis dire, au fleuve? Et pour compléter, excusez-moi, juste ce que dit mon partenaire, c'est que effectivement comment dire, quand on a commencé le tournage, ce que disait Jérémy, c'est-à-dire qu'on était aussi pris par la beauté des lieux. C'est vrai que c'est très beau, et avec Bruno Guénard et Claude Rive, on a vraiment plongé dans cet univers assez merveilleux visuellement. Et en fait, je crains aussi l'effet un peu mirage de certains programmes. C'est-à-dire, on a découvert ce programme qui s'appelle La Loire à vélo, par exemple. Alors c'est très très joli, c'est aussi sûrement très bien de demander aux gens, aux citoyens, de nettoyer la Loire avec un petit panier et puis d'aller chercher des détritus, mais si vous voulez, ça ne changera rien. C'est-à-dire, les problèmes qu'on évoque sont des problèmes qui sont bien au-delà de ce que peut faire un simple citoyen, et bien au-delà du mirage touristique qu'on essaie quand même un peu de vendre. Alors, Jérémy, vous posiez cette question sur les nitrates, je vais vous la poser à vous directement, Catherine Gibaud. PCB, résidus de médicaments, pollution de la Loire, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on vous a alerté, quelque chose sur lequel vous faites quelque chose, vous, à l'Adréal? Alors, à l'Adréal, pas forcément, mais on va dire que les services de l'État agissent sur ces thématiques-là. Sur le sujet PCB, micropolluants, c'est des sujets qui sont encore très méconnus, difficiles à appréhender et savoir comment agir. Donc, effectivement, c'est un peu un enjeu de demain. Donc, ce retard qu'on prend, vous admettez qu'effectivement, il y a un décalage parce que le temps qu'on collecte peut-être des données scientifiques et qu'on trouve des solutions, c'est ça qui crée ce retard? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de retard, mais en tout cas de prise de conscience, puisqu'en fait, c'est au fur et à mesure que les connaissances s'améliorent, on découvre des sujets qui peut-être étaient déjà là hier, mais qu'on ne voyait pas. Donc, il y a quand même cet aspect-là d'amélioration des connaissances et du coup de pouvoir après améliorer aussi l'action. Alors, je voudrais justement qu'on aille chercher Yves, notre éducateur à l'environnement. Lui me disait qu'il y a un travail très important qui est fait par les scientifiques, ce que nos réalisateurs aussi montrent dans le documentaire. C'est-à-dire que eux, et ce que Patrick vous disiez également, eux collectent des données, ils vous les font remonter, ils vous alertent. Après, il y a une réaction ou pas des services de l'État et un temps de réaction plus ou moins long. Mais Yves, vous travaillez beaucoup, vous dites il y a besoin de ces données-là pour qu'ensuite on puisse avancer et ensuite on trouve des solutions. C'est-à-dire qu'il faut que la démarche scientifique, elle démarre dès le début, que vous alliez collecter des faits.
Oui. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, enfin, les inventaires, à la base, la connaissance du milieu, elle est très, très importante. Même si nous, en tant qu'éducateurs à l'environnement, on en est le prolongement quelque part, puisqu'on éduque tous les publics, c'est important d'avoir cette connaissance. Pour exemple, nous, on travaille beaucoup sur les microplastiques. Oui. Avec une association qui s'appelle La Pagaie Sauvage. Oui. Et en fait, c'est très intéressant puisque ce sont des sciences participatives. Donc on le fait avec le grand public. D'accord. Les gens viennent, c'est un procédé qui est très très simple, n'importe qui peut participer. Ok. Et au final, on multiplie la prise de données sur l'ensemble du fleuve et des fleuves français. Et là, on commence à avoir une belle cartographie très précise avec des relevés de microplastiques, puisqu'en fait, ces microplastiques transportent les produits type pesticides, médicaments, Ouais. DDT, PCB, etc. Donc ce dont on vient de Et parler, typiquement. voilà, ce sont vraiment des transporteurs de toutes ces molécules, et elles ont un impact sur la croissance des poissons. Il y a eu des études de fait très, très récentes. Mhm. Et donc, encore une fois, si on n'a pas cette connaissance concrète, c'est-à-dire de quantifier, de qualifier ces types de pollution, Mhm. il nous faut ce point de départ au final. D'accord. Et est-ce que c'est ça qui explique qu'après, le citoyen lambda, il se dit il faudrait que ça aille plus vite, il faudrait qu'on réagisse tout de suite, mais qu'il y a un certain délai, un certain temps avant que les choses puissent avancer et qu'on mette en œuvre des dispositifs très spécifiques pour toutes ces problématiques? Oui, ces prises de données sont toujours très longues. Ouais. Au final, ça se compte en minimum une dizaine d'années sur la Ouais. plupart des espèces, la plupart des produits. On fait, nous, également des recherches sur les libellules endémiques de la Loire, donc les gonfles de Loire, et c'est des protocoles qui sont mis en place pour 10 ans. D'accord. Je vous Et vois, avant ça, on n'aura pas réel... Voilà. je vous vois un petit peu hocher la tête. Vous trouvez le temps trop long, c'est ça? Bien sûr que c'est toujours trop long. Ouais. Les réactions devraient être plus rapides, mais il faut comprendre on ne peut pas lancer une action si on ne l'appuie pas sur une étude scientifique. Et la compréhension même du grand public est assez difficile. C'est pour ça que dans la sensibilisation à l'environnement, les éducateurs s'adressent aussi beaucoup aux jeunes dans les écoles. Parce que le grand public écoute, comprend quelquefois, admet difficilement certaines choses. Alors que les enfants, quand on les sensibilise dès l'école à l'environnement, aux problématiques actuelles, même si ça ne rentre que dans une oreille, et quand ils vont être adultes, ils vont se rappeler du problème. Ils seront plus sensibles et ils comprendront mieux et ils auront peut-être une action plus réfléchie par la suite. D'accord. Les changements seront mieux acceptés. Voilà une des missions aussi de l'éducation à l'environnement. On va en reparler. D'accord. On va en reparler tout à l'heure, oui. Parce que c'est vrai que c'est une des actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour surveiller cette Loire, pour surveiller son évolution et son état? Il y a de multiples acteurs, j'ai l'impression, de multiples protagonistes qui travaillent, j'imagine, plus ou moins bien ensemble. Il y a un plan Loire Grandeur Nature qui existe, qui a commencé en 1994. J'ignorais que ça existait. Alors le plan Loire Grandeur Nature, alors là on en est à sa 4e édition. Oui. C'est un outil vraiment opérationnel qui est basé qui est vraiment avisé dans l'action, qui a un volet connaissance, effectivement, qui cherche à rassembler de la donnée. Et on peut citer par exemple un système d'information et d'évolution de la Loire qui suit en fait l'évolution du lit de la Loire et qui permet en fait d'année en année d'avoir beaucoup de données pour savoir comment évolue le lit de la Loire et de pouvoir constater par exemple certains bras qui s'assèchent par exemple. Donc voilà, il y a ce volet-là d'acquisition de la connaissance, mais après il y a 3 volets qui sont plus dans l'action, avec un qui vise à
limiter les risques d'inondation, donc D'accord. avec les travaux sur notamment les digues domaniales. Alors ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé. La Loire, elle est un peu redoutée aussi pour ça, pour ses crues. Même si on a tendance à se désoler quand on voit son niveau et se dire elle n'est pas assez haute, mais au final, il lui arrive quand même de bien monter. Ça, c'est quelque chose que vous gérez, j'imagine ? Oui, Ouais. pour les digues domaniales Ouais. de l'État, l'ADREAL est impliquée sur son entretien notamment, enfin, leur D'accord. entretien. Donc ça, c'est un volet du plan Loire, Oui. mais ce qui va tout de suite avec, c'est quand même de restaurer le caractère sauvage, la dynamique du fleuve, Ouais. donc avec toutes les mesures de restauration de sa continuité, restauration naturelle, des zones humides, D'accord. parce qu'elles sont aussi utiles en crue pour pouvoir absorber une partie de la crue, donc c'est aussi très important. Au-delà de l'aspect protéger la nature, il y a aussi tous les services qu'elle peut rendre, et donc on a tout intérêt à protéger la Loire pour tous ces services écosystémiques dont on parle, qui vont nous rendre service. Et le troisième, je termine, Ouais. c'est sur la valorisation du patrimoine, qu'il soit naturel ou culturel. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que les actions qu'on met en place ne sont pas forcément tout le temps visibles ? Et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des gens qui s'impatientent et qui se disent le nécessaire n'est pas fait. Vous me parlez de zones humides, vous me parlez peut-être aussi de choses qui sont faites, ou en tout cas j'en avais parlé avec Yves Allais, il y a des choses qui sont faites pour les poissons par exemple, on parlait d'espèces parapluies. C'est évoqué un petit peu à un moment dans le documentaire. Vous m'en dites plus, c'est quoi les espèces parapluies ? Là typiquement on parle de protéger ce qu'il y a dans le fleuve, on est d'accord ? Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est très intéressant ce qui est abordé dans le documentaire à ce niveau-là. La notion d'espèce parapluie, c'est une espèce, en fait, au final, quand on protège donc forcément son habitat, donc là, en l'occurrence, les milieux aquatiques, Ouais. et donc on protège tout un cortège de plantes et d'autres animaux au final. Donc cette notion d'espèce parapluie, on peut la remettre sur plein d'espèces. Il n'y a pas que le tigre, le panda, l'ours, qui sont des espèces très médiatisées. Alors pour On la a des Loire toutes par petites- exemple ? Alors pour la Loire, par exemple, un des animaux emblématiques de la Loire moyenne, c'est le castor. Oui. Et quand on protège le castor, on se rend compte que pour peu qu'il fasse des petits barrages sur des affluents, on va protéger également le campagnol amphibie et donc la loutre. Il va faire des éclaircies dans la végétation pour se nourrir. Donc ça favorise une flore spécifique qui va aimer le soleil, les pieds dans l'eau, etc. Et donc tous ces niveaux d'eau, ces caractéristiques vont faire qu'il y a tout un cortège d'animaux et de plantes qu'on va préserver également. Alors ça, c'est ce qu'on arrive à faire. Il y a des choses qu'on n'arrive forcément pas à faire. Le silure, il est venu. On pensait qu'il resterait pas parce qu'on se disait l'eau est trop fraîche et il repartira. Et bon, la température de l'eau de la Loire a augmenté et puis il est toujours là. Et il a pris beaucoup de place. Est-ce que lui, on peut le combattre ? Le sujet des espèces exotiques envahissantes, c'est comme ça qu'on... Exactement. Ouais. C'est comme la jussie. Oui. C'est des espèces, il est vraiment très difficile de se battre contre, parce qu'elles ont des capacités de dispersion assez importantes. Donc, un des sujets, c'est c'est une cause et une conséquence en même temps. Donc, c'est d'essayer de faire en sorte que ce qui permet le développement, par exemple, du silure, est limité. C'est-à-dire Ou la jussie, par exemple, pareil. Donc comment on fait ? Comment on procède ? Eh ben, on essaye de faire en sorte que la Loire aille mieux et que son état soit meilleur. Et pour répondre à une question à laquelle je n'avais pas complètement répondu, sur les connaissances, l'état des lieux dont je parlais est vraiment un document très riche qui donne beaucoup de données. Et il est consultable sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et il y a une partie très développée, mais il existe aussi des synthèses qui sont tout à fait accessibles à qui s'intéresse au sujet. Il y a également, vous avez, je crois, un laboratoire au sein de l'ADREAL qui fait aussi des suivis, qui recueille des données et qui en collecte et qui permet aussi d'identifier. On parle d'espèces exotiques et typiquement, elles sont identifiées aussi. Vos services font ça également. Alors c'est notre laboratoire d'hydrobiologie, mais toutes les données qu'ils accumulent sont versées dans le système d'information. Pour que ça serve à tout le monde en fait. Et qui sert du coup à l'élaboration de l'état des lieux.
D'accord. Donc vraiment, l'état des lieux, c'est un document de référence qui concentre un nombre très important de données. Et qui permet d'avoir toutes ces données et qui permet d'avoir les grands axes sur lesquels on doit travailler. Patrick, vous qui avez un regard d'amoureux de la Loire et vous qui travaillez avec votre maison de Loire, qu'est-ce que vous faites, vous, pour essayer d'aider ce fleuve à mieux se porter ? Déjà, répandre la connaissance pour que les gens comprennent mieux sa dynamique, comprennent mieux et appréhendent mieux les problèmes, et d'une manière pragmatique. Par exemple, on parlait du silure. Le silure qui envahit la Loire, s'il était seulement classé comme espèce nuisible, déjà, ce serait une avancée. Et là, c'est quelque chose qui est à la main des pouvoirs publics qui ferait que les pêcheurs ne le remettraient pas dans l'eau une fois capturé. Ça serait interdit. Déjà, ça limiterait son expansion et peut-être ça donnerait des moyens supplémentaires aux pêcheurs professionnels parce qu'on voit dans le reportage les silures qui sont installées en bas du garde-manger de Saint-Laurent-des-Eaux. Exactement, à côté de la passe à poissons. C'est une catastrophe. Et toutes les passes à poissons de tous les obstacles, on a des gros silures qu'on nous avait vendus comme des poissons de fond pépère dans la vase. Quand on les voit en train de se battre dans les courants, c'est pas du tout le cas. Et ils ont le droit d'avoir faim quand même. Ce sont de gros prédateurs. Alors, ce sont de gros prédateurs qu'il faudrait classer nuisibles. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas ? Pourquoi ne classons-nous pas nuisible ce silure ? Il est identifié comme prédateur, il est identifié comme gênant depuis très longtemps. Alors là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que ça dépasse mes compétences. Par contre, ce qu'on peut quand même citer, c'est qu'il y a un autre document qui est aussi important, qui est le plan de gestion des poissons migrateurs, qui existe pour différents axes, mais qui existe notamment sur la Loire et qui permet, là encore, d'essayer d'accumuler des connaissances. Donc notamment, il finance des appels à projets pour avoir plus de connaissances sur le fonctionnement de ces espèces et du coup pouvoir après avoir des meilleures actions pour les protéger. Et après, c'est aussi un plan de gestion qui s'attache à restaurer le caractère sauvage et vivant de la Loire et qui peut, le cas échéant, encadrer des opérations de pêche. D'accord. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi admettre qu'on a fait des erreurs dans le passé, qu'on paye aujourd'hui et qu'il ne faudrait pas refaire, mais qu'il y a une forme aussi de fatalisme à avoir, non ? C'est dur d'avoir du fatalisme par rapport au recul qu'on a maintenant. Donc le temps de latence entre l'analyse scientifique et l'action paraît trop long, mais on a par exemple l'exemple de l'esturgeon en Loire. Le dernier a été pris brillamment en 1904 et on voit le pêcheur qui le tient fièrement. J'ai connu un des pêcheurs professionnels qui aurait bien tenu de la même façon le dernier saumon en Loire. Il a fallu interdire sa pêche. Là, la mesure est arrivée aussi un peu tardivement. Ensuite, on peut se féliciter des mesures qui ont été prises, par exemple la mise en place de l'écloserie de Chanteuge, grâce à laquelle on a maintenu en survie l'espèce, parce que je ne veux pas dire qu'on l'a sauvée, elle n'est pas encore sauvée. On constate donc, on peut aller sur le site de l'Ogramie, donc Loire Grand Migrateur, où on a sur le bassin de la Loire une dizaine de passes à poissons qui identifient et qui dénombrent les poissons qui passent. Ce sont eux qu'on voit dans le documentaire et qui expliquent que pour la lamproie, je crois, on est passé de 50 000 à 7 individus. Oui, c'est ce qui peut arriver pour certaines espèces, certaines années. Donc ça, c'est livré au grand public. On peut se rendre compte de la fréquentation des poissons migrateurs dans les passes à poissons sur la Loire. Et là, on a des constats catastrophiques. Donc, est-ce qu'on va attendre l'extinction de plusieurs races encore avant de faire quelque chose ? Non, on connaît les dangers. Les dangers sont identifiés par nos scientifiques. Il faut faire quelque chose. Alors j'imagine que vous devez partager clairement ce constat-là avec Patrick. Il faut faire quelque chose, mais vous comprenez qu'il y a ce délai, ce temps aussi de collecte de données scientifiques, ce temps aussi de réfléchir aux actions à mettre en place.
Alors, bien sûr, on comprend, hein, juste une petite image que les gens comprennent quand même de quoi il s'agit, c'est-à-dire le réchauffement climatique, par exemple, sur lequel, au niveau local, il est impossible d'agir, puisqu'on est sur une problématique maintenant globale. La Loire est un fleuve totalement sous tension, en fait. Alors, c'est multifactoriel, mais on peut comparer ça à, effectivement, un patient dans un hôpital qui subit une multitude d'attaques. Voilà. Le problème, celui par exemple de l'augmentation des températures, Oui. le réchauffement climatique, les espèces invasives, hein, on en parle là sur le plateau, vous avez mentionné le silure, mais on peut parler de la corbicule, Oui. qui sont des espèces absolument dangereuses pour la Loire, l'écrevisse rouge, La fise aussi, un petit mollusque. les températures sont... Voilà. Ouais. Voilà, donc les températures. Faut comprendre que ça vient de Louisiane, ça vient du delta du Mékong. Enfin, je veux dire, c'est en quelques dizaines d'années que ça a pris le contrôle en fait sur l'évolution normale de ce fleuve. Donc c'est quelque chose de vraiment terrifiant à constater, la rapidité avec laquelle ces espèces ont pris le contrôle en fait. Hein. Et pour terminer sur ce sujet et parler de cette tension. On voit l'agriculture qui affronte des pics de sécheresse de plus en plus importants. Ils prélèvent la Loire à la source. Ce fleuve ne peut plus vivre en fait comme ça. C'est-à-dire entre l'eau qui est prélevée pour les besoins de l'agriculture, l'augmentation des températures et les espèces invasives, là on a typiquement une sorte de triangle des Bermudes, comme ça, si je puis m'exprimer ainsi, dans lequel la Loire va disparaître en fait. Juste en parlant du réchauffement climatique. C'est-à-dire, moi je suis extrêmement pessimiste. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais... Je regarderai volontiers votre émission dans les archives dans 20 ans ou 30 ans, mais je suis très Oui, j'imagine que vous nous trouvez beaucoup trop optimistes à côté de vous. On essaye de voir s'il y a des solutions. C'est ça, mais moi il me semble que le pouvoir de l'Adréal qui fait certainement très bien son travail, déjà à son niveau, dépend quand même essentiellement des orientations prises par les pouvoirs publics en amont. Et je suis désolé de le dire, mais il n'y a qu'une chose qui va déterminer les orientations des pouvoirs publics à ce moment-là, ça va être le bulletin de vote à un moment donné, pour que les citoyens s'emparent vraiment d'une action plus forte et plus radicale sur ces sujets. Quoi. Oui, mais ce que vous disiez à l'instant, c'est que c'est plus un problème local, c'est un problème national, voire mondial. Oui, donc c'est complexe à gérer. C'est un problème politique, c'est un problème politique mondial. En fait. Donc, effectivement, mais ça passe certainement par une prise j'allais dire, de plus importante des citoyens, y compris dans effectivement le débat politique. Mais pour prendre par exemple la question du silure, nous on n'a quand même pas réussi à comprendre véritablement pourquoi cette espèce n'est pas classée comme invasive, c'est-à-dire ou nuisible ou dangereuse. C'est-à-dire, c'est pas le cas aujourd'hui. Alors on aborde la question de la fédération de pêche, dans le film, parce qu'on sait que le silure est très prisé des pêcheurs de loisirs, j'allais dire du démanche, au détriment des pêcheurs professionnels. Hein. C'est typiquement un exemple aussi de l'action ou pas des pouvoirs publics. Alors, est-ce que justement c'est le ressenti de tous vos personnages dans ce documentaire? On voit qu'ils dénoncent, on voit qu'ils collectent des données, on voit qu'ils les font remonter. Et après, qu'est-ce qui se passe pour eux? Est-ce qu'ils ont... À un moment, Philippe Boineau le dit, il dit il y a une prise de conscience, on a le sentiment d'être entendu, mais du coup, voilà, est-ce qu'eux aussi partagent votre avis de se dire, en fait, c'est parce que politiquement, il faudrait s'engager beaucoup plus, parce que écologiquement, il faut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que c'était ça leur discours à eux aussi? C'est-à-dire, on sait qu'on a raté un moment dans les années 70 qui était extrêmement important. Oui. Il y aura d'ailleurs une série documentaire Netflix qui va traiter de ce sujet. C'est d'ailleurs pas une série documentaire, une série de fiction qui va parler de ça. C'est-à-dire comment on a raté ce moment dans les années 70 où on savait quand même déjà 70-80 en fait. En vérité, on aurait pu opérer un tournant complètement vert à ce moment-là, j'allais dire, en termes d'action. Hein. Ça n'a pas été fait. Moi, je ne suis pas un écologiste militant, pas du tout. Hein. Donc, je ne peux que constater ce qui se passe. Ce tournant n'a pas été pris. Ce que dit Jérémy est sans doute vrai. C'est-à-dire que s'il y a une deuxième chance, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, sur bien des sujets, il est déjà largement trop tard.
Et sur la Loire, je ne vais pas dire qu'il est trop tard, mais je ne veux pas non plus que les gens baissent les bras, mais c'est vrai qu'on a découvert quand même un état extrêmement préoccupant. Est-ce qu'on dit la vérité au sens... je suis d'accord avec ce que j'entends sur le plateau, c'est-à-dire au sens où c'est multifactoriel, c'est compliqué, il faut parler avec les scientifiques, il faut... quand je dis est-ce qu'on dit la vérité, c'est pas, je fais pas du complotisme de bas étage, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais est-ce que les gens se rendent compte véritablement de l'ampleur en fait des dégâts, parce que peut-être alors c'est tout l'honneur d'ailleurs d'avoir produit ce documentaire, hein, c'est-à-dire je pense qu'il est fondé sur des travaux scientifiques, sur l'action de scientifiques. Ça n'est pas un documentaire politique, c'est-à-dire c'est un documentaire où on a fait une enquête journalistique sérieuse. Avec des gens qui, comme le disait Patrick, ont effectivement dédié leur vie à l'amélioration possible, amélioration de la qualité de ce fleuve. Voilà, les documentaires, les films, certainement, les séries aussi de fiction, etc., les livres, bien entendu, participent de l'éclairage du grand public. Est-ce que maintenant les gens se rendent vraiment compte, quand ils passent avec leur petit vélo au bord de la Loire, de ce Tchernobyl aquatique? Je suis pas sûr. Eh bien, on va poser la question à Patrick et ensuite à Yves, parce que vous êtes au contact du public. Vous me disiez aussi, vous avez un fils qui navigue sur la Loire. Vous faites des bateaux, vous l'arpentez cette Loire. Et quand vous êtes au contact des gens, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites ça, justement? Attention. Oui. En plus on est quand même en amont de la Loire moyenne, donc on a des problématiques qui sont spécifiques, surtout dues à la surextraction de granulats. On avait la Loire, quand elle arrive à Nevers, a perdu les 9/10 de sa hauteur. Donc entre Nevers et Gien, on va dire, on avait une zone de dépôt de sable. C'était la Loire des îles, la Loire des tressages. Et maintenant, avec les extractions, si on voyait la Loire sans eau, on verrait une carrière à ciel ouvert avec des trous immenses que le sable est en train de combler petit à petit. Donc tout le sable se déplace énormément. Ce qui fait que ça abaisse le lit de la Loire. Donc ça l'abaisse, mais dans le haut de la Loire moyenne, entre 1 et 2 mètres. C'est-à-dire qu'on déchausse toutes les piles de ponts. Quand on a des ponts anciens, comme le pont de la Charité, par exemple, qui fête ses 500 ans cette année, où on a des pilasses qui sont posés sur les granulats, qui sont entourés par des poteaux de chêne, où la maçonnerie était posée contre ces poteaux et la pile montée dessus. Quand ces poteaux prennent l'air par manque d'eau, l'année d'après, ils pourrissent et la pile s'en va. C'est pour ça qu'on a été obligé, par exemple, sur cet ancien pont, de faire des travaux considérables l'année dernière. Et donc, c'est une problématique. Mais tout ça, vous le dites aux gens que vous rencontrez? Bien sûr. Et ça fausse après des choses, par exemple, comme les déversoirs. Les déversoirs, ce sont des brèches calibrées dans les digues qui ont été faites pour limiter les crues en inondant des zones peu habitées, des zones réservées à ça. Le fait qu'on ait baissé le lit de 2 mètres, ça décalibre complètement tous les déversoirs. Le fait qu'on baisse de 2 mètres le lit de la Loire laisse aussi les bras secondaires sans eau. Donc s'ils sont sans eau, puisque la Loire s'enterre dans un canal, ces bras se végétalisent. Si bien que le jour où il y a une crue, l'eau ne peut plus passer parce qu'il y a des peupliers, il y a des saules qui ont poussé, qui obstruent l'écoulement de l'eau. Et donc la crue sera beaucoup plus haute et plus violente. Vous voulez dire que vous expliquez tout ce cheminement-là aux gens pour qu'ils comprennent ensuite les risques qu'ils peuvent encourir, eux, voilà, parce directement. Il y a beaucoup de riverains qui ne savent pas qui habitent dans des zones inondables. C'est vrai que quand on achète une maison en zone inondable, quand vous passez chez le notaire, il vous cite tout et vous dit vous êtes dans une zone B, et il continue. Si vous ne posez pas la question qu'est-ce qu'une zone B, vous ne saurez jamais ce qui vous est arrivé. Donc, il faut éduquer le public, le prévenir. Alors, nous, on parle de problématiques spécifiques parce qu'il faut dire que
avec cet abaissement du lit de la Loire, il y a beaucoup plus de courant. Et on a un déplacement de sable, donc on s'arrête toujours à des endroits pour faire voir aux gens le sable, comment il roule en marche et en grande marche, donc aussi en montrant les dangers des culs de grève qui existent toujours, tout ça, et non pas des sables mouvants. Mais on montre... C'est vrai que le problème d'eutrophisation, dans cette Loire qui est très mouvementée, qui a beaucoup de courant, on va toucher du bois, nous, on ne connaît pas trop. Parce que la Loire est trop rapide. C'est dans la Loire moyenne où le courant est moindre, où la profondeur est plus, que l'eau chauffe davantage et que l'eutrophisation se produit et qu'on retrouve ces algues vertes. Donc, là où nous sommes, nous n'avons pas ce problème-là, il est plus bas. Mais vous en avez d'autres. Nous en avons d'autres. Et vous essayez de sensibiliser les gens à tous ces problèmes. Tout à fait, tout à Yves, fait. est-ce que vous partagez un petit peu... Enfin, nos deux réalisateurs, Jérémy et Adi, nous disent, même si on fait de l'éducation auprès des gens, c'est peut-être peine perdue. Bon, j'imagine que vous avez peut-être un discours un peu différent, peut-être que vous y croyez un peu plus qu'eux. Est-ce que c'est forcément. trop tard? Non, ce qui ressort de ça, c'est que, bon, effectivement, le tableau est un peu noir, forcément. Après, nous, en tant qu'éducateurs à l'environnement, on se rend compte que les associations, comme la Maison de Loire ou d'autres, le tissu associatif, au final, parce qu'on travaille en réseau, et ça, c'est très important, c'est un vrai levier pour la protection de la biodiversité. Mais est-ce que les gens sont réceptifs à ce à quoi vous les éduquez? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui les intéresse? C'est quelque chose auquel ils sont sensibles? Et du coup, est-ce qu'on peut avoir un peu foi en l'avenir en se disant les gens vont s'approprier ce fleuve, ils vont prendre la mesure de ce qui se passe, ils vont agir? Oui, alors nous, effectivement, on favorise une prise de conscience de tous ces événements. Donc voilà, ça c'est notre but premier. Après, on est censé leur apporter des outils. Donc comment quoi, par faire exemple concrètement chez soi en termes de limitation de consommation d'eau, les déchets, l'énergie, des choses qui commencent à être un petit peu intégrées, mais qui, à leur niveau, ont un petit impact malgré tout. Voilà. Multiplié par le nombre d'habitants, on peut se douter que ça représente quand même un petit peu, même si effectivement on s'en remet à alerter les pouvoirs publics, voilà, forcément, c'est là qu'est la grande solution, on va dire. Évidemment. Quoi comme geste? Chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que vous êtes en ce moment en train de travailler sur la commune de Sentrange avec des particuliers. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire chez eux? Eh bien là, on a développé un programme. Alors, on disait tout à l'heure que la problématique de Loire, en fait, il faut s'en remettre au bassin. Oui. À Qui est très vaste. Voilà, à l'échelle de la planète, si on parle du réchauffement. Et on se rend compte, nous, dans les communes, qu'il y a des actions très concrètes, notamment de remettre en place du bocage. D'accord. De revaloriser, puisque les haies, on le sait, font tampon sur notamment les nitrates, le lessivage des sols, l'écoulement des eaux massives, etc. Donc c'est une manière indirecte, mais le public comprend bien qu'en préservant des arbres, finalement, on préserve le fleuve. Même si ça paraît abstrait au départ. Mais vous pensez à la manière un peu je crois qu'on appelle ça le colibri, qui va faire un petit peu tous ces petits gestes mis bout à bout. C'est un peu ça. Il y a peut-être une fenêtre, il y a peut-être une possibilité de déjouer un peu ce fatalisme. Oui, et puis d'autant plus que c'est intéressant pour les gens de s'investir dans des associations. Vraiment, c'est très important pour nous. On a besoin et du soutien de l'État et de présence de bénévoles, de gens motivés. Et finalement, tout à chacun peut participer à des programmes de recherche. On l'a fait, nous, sur les libellules, et c'est très intéressant. D'accord. Le public est réceptif, et de participer au programme, on se dit, ah oui, d'accord, en amont, il y a une vraie recherche de connaissances, d'inventaire.
D'accord. Et effectivement, du coup, on suit un peu la démarche jusqu'au bout, on y participe, donc ça change, j'imagine, un petit peu les choses. Le travail de toutes ces associations, le fait de travailler en réseau, c'est quelque chose... Vous êtes inclus là-dedans, vous aussi? Oui, enfin, je voudrais dire d'une première chose, pour répondre directement à votre question, l'État est très impliqué dans les sujets, enfin, porte l'enjeu d'éducation à l'environnement par tous les ministères, hein, pas uniquement le ministère de l'Environnement, car on sait bien que c'est par là que va passer le changement des comportements. Et donc, vous avez conscience qu'il y a une... Enfin, par rapport à ce qu'ils disent là, vous avez une responsabilité énorme là sur vos épaules. Non, mais est-ce que c'est quelque chose au quotidien où vous vous dites, il faut qu'on fasse, il faut qu'on agisse, parce que clairement, les gens s'impatientent, les gens ont envie qu'on avance? Je pense que tous les gens de mon service au moins et des services de l'État, s'ils n'étaient pas motivés et conscients de ces enjeux-là, ils ne viendraient pas travailler. Et tout le monde est vraiment, enfin, je pense, intrinsèquement motivé et conscient des difficultés. Est-ce que c'est trop tard, comme ils le disent? Non, et c'est pour ça que je voulais intervenir plus sur la thématique réchauffement climatique. Ouais. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache que la Loire est un fleuve qui bénéficie d'un soutien d'étiage. C'est-à-dire qu'il y a 2 barrages, Naussac et le Villeray, qui permettent pendant l'été, quand les eaux sont les plus basses, de réalimenter le fleuve, donc de limiter l'impact des sécheresses. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Donc, même si ça ne résoudra pas tout, l'établissement public Loire, par exemple, a déjà étudié les impacts du changement climatique et quelles seraient les évolutions dans la gestion de leurs barrages pour faire face à ces besoins plus importants parce que les étiages seraient plus sévères. Ouais. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, a des orientations pour atteindre le bon état et donc a fixé des actions très concrètes qui ont des conséquences très concrètes déjà maintenant sur les activités et en particulier sur les prélèvements pendant l'été, pendant l'étiage. Elle peut encadrer sur certaines zones où on a constaté qu'il y a un déficit, qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Et ben elle encadre, enfin le SDAGE encadre les prélèvements en disant ok, on ne peut plus augmenter les prélèvements. On s'arrête là, voire on peut, le cas échéant, avec les services de l'État, les diminuer. Dire on est complètement en déficit, il faut faire quelque chose. Ok. Je vois que les services de l'État, je pense, font en sorte de suivre toutes ces alertes qui sont lancées par tous ces lanceurs d'alerte qu'on a pu voir. Je vois que vous, monde associatif aussi, vous vous mobilisez. Alors, je pense pas que ça vous ait convaincu tous les deux, réalisateurs de ce documentaire. Mais votre discours était très intéressant à entendre aussi, parce qu'il alerte, parce qu'il alarme. Et du coup, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Vous également, merci aussi à Yves Allais de la Maison de Loire. On l'a dit, il y a tout un tas de documents que vous pouvez trouver en ligne. N'hésitez pas, faites des recherches sur la Loire, découvrez-la, redécouvrez-la. Elle a encore plein de choses à vous raconter. Et puis, tournez-vous vers toutes ces associations qui font beaucoup pour essayer de la protéger. Cette grande soirée est à revoir sur notre site internet france.tv et sur notre site régional d'information de France 3 Centre Val de Loire. Très bonne soirée, à bientôt.